Alors voilà, après avoir vu les débuts compliqués d'une république fragile, il faut se concentrer sur la consolidation du régime républicain de la Troisième République à partir de 1880. Jules Grévy, qui est président à partir de 1879, on l'a vu, décide alors de renoncer au droit de dissolution de la Chambre des députés et se met en retrait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il considère que le régime est véritablement parlementaire et que les assemblées peuvent tout à fait disposer de la réalité du pouvoir législatif sans que le président en soit le garant ou même domine tout cela. Globalement, ce sont les parlementaires qui deviennent les véritables personnages puissants de la Troisième République. La figure majeure du parlementaire est incarnée notamment par de grands orateurs comme Léon Gambetta. Le vote de lois fondamentales consolide le régime. En 1881, par exemple, on va voter les lois sur la liberté de la presse et la liberté de réunion. En 1884, on décide que la forme républicaine du gouvernement est intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer. Ces lois forment le socle du modèle français de ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est-à-dire un régime politique qui est fondé sur le respect des droits et des libertés des individus. Le suffrage reste essentiellement masculin, il devient universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de revenu ou de conditions de naissance. Avant, on avait un suffrage censitaire, mais sous la Troisième République, on a bien un suffrage universel. Attention, c'est un suffrage universel masculin, car les femmes demeurent exclues du vote. Certaines femmes tiennent des salons littéraires et politiques fréquentés par les grands penseurs et les grandes penseuses de la Troisième République, mais on ne laisse pas beaucoup de place aux femmes. Par ailleurs, on va voir la diffusion de la culture républicaine, en particulier par les symboles et les célébrations qui vont faciliter l'identification des Français au nouveau régime républicain. En 1880, on adopte le 14 juillet comme fête nationale annuelle. Avant 1880, le 14 juillet, c'est juste l'anniversaire de la prise de la Bastille. Depuis 1880, ça devient la fête nationale. On a des bals populaires qui sont organisés, des remises de prix scolaires, des inaugurations des bustes de Marianne. On rend la présence d'une mairie obligatoire dans chaque commune à partir de 1884 et cette mairie devient le lieu privilégié de la démocratie locale, le lieu symbole de la République. En mai 1885, les funérailles de Victor Hugo, souvenez-vous, ce méga-boss qui a lutté contre l'Empire, sont transformées en une grande communion patriotique et républicaine. Il y a également une presse libre qui va favoriser le débat d'idées. Ça peut être une presse d'information, ça peut être une presse d'opinion, et il y a surtout une presse multiple avec de nombreux titres. En 1881, par exemple, on recense 70 journaux politiques publiés à Paris. La presse écrite connaît son âge d'or entre 1890 et 1910, et il y a également l'apport des dessinateurs qui mettent en scène l'information dans les suppléments illustrés de certains grands journaux. Par exemple, le dimanche, le Petit Journal publie son supplément illustré et avec l'illustration couleur de 1884 atteint des tirages à 1 million d'exemplaires en 1895. Il faut à présent s'intéresser à l'école. Ouais, la meilleure partie du chapitre, elle est là, on va pas se mentir. En 1881, le ministre, alors on l'appelle pas de l'éducation nationale à l'époque, on dit de l'instruction publique. C'est exactement la même chose. Instruction égale éducation, public égale nationale, mais peu importe. Le ministre de l'instruction publique, Jules Ferry, fait voter donc en 1881 la loi sur la gratuité de l'enseignement primaire. Extraordinaire, on n'a plus à payer pour aller à l'école. En 1882, il va rendre l'école laïque et obligatoire jusqu'à 13 ans. Eh ouais, c'est le début de la fin pour vous. La loi de 1886 sur l'enseignement primaire va même laïciser le personnel enseignant. Jusqu'alors, on a encore des curés, des prêtres qui vont pouvoir enseigner. En 1886, tous les enseignants doivent être des personnes laïques, donc non religieuses dans leur métier. Dans leur croyance, c'est le cas, mais dans leur métier, pas du tout. Vous noterez qu'il n'y a pas de femmes pour l'instant. Des milliers d'instituteurs qu'on appelle les hussards noirs de la République, c'est une formule de Charles Péguy, qui est un auteur très connu, sont formés dans des écoles spécifiques d'instituteurs qu'on appelle les écoles normales. On va construire en 10 ans 20 000 écoles. Alors quel est le but de ces lois ? Eh bien c'est d'avoir un libre arbitre, une pensée libre et une pensée critique face à l'influence du clergé et des grands personnages qu'on appelle les notables et qui s'occupent d'habitude de la vie politique du pays. Elles doivent permettre aux futurs citoyens d'exercer pleinement leurs droits dans le cadre du suffrage universel qui est assez nouveau, mais qui impose à chaque homme d'aller voter. Cependant, cette république, elle va connaître des résistances, en particulier la résistance des catholiques. Fidèles au pape Pie IX,
Hostiles à la République, les catholiques vont être le principal foyer de résistance à la Troisième République, en particulier dans les campagnes. Mais en 1892, le pape Léon XIII appelle à ne plus s'opposer systématiquement à la République. Et ça va marquer un tournant, car même si globalement les catholiques sont défavorables à l'idée de laïcisation de l'enseignement, ils vont progressivement se rallier au régime. Et on va progressivement abandonner l'idée d'une restauration monarchique. D'un autre côté, le projet d'intégration de la République, de diffusion de la République, se heurte aux résistances du mouvement ouvrier. Pour de nombreux ouvriers, l'amélioration de la condition ouvrière ne peut pas se faire dans le cadre d'une République qui est globalement dirigée par des bourgeois, parce que les bourgeois vont s'opposer aux demandes des ouvriers. Même après la Commune de Paris et après la Semaine sanglante, il n'y a pas de liens qui sont tissés entre les ouvriers et les bourgeois. On se souvient de Thiers et de la répression violentissime de la Commune, et ça ne donne pas envie de collaborer avec cette idée républicaine. Cependant, le mouvement qui défend les ouvriers, c'est-à-dire le mouvement socialiste, va se diviser en de nombreux partis, et ça va l'empêcher d'être un véritable contrepoids au régime républicain. Dernier point, la crise boulangiste que moi j'adore. Le général Boulanger, c'est qui? C'est son vrai nom, c'est Boulanger, c'est son nom de famille. C'est un général qui est ministre de la guerre en janvier 1886, et il a une grande popularité. Il est tellement populaire qu'on a peur qu'il prenne le pouvoir en tant que dictateur autoritaire, et donc on va l'écarter du gouvernement en mai 1887. Bien qu'écarté du gouvernement, il va remporter une série d'élections. Ceux qui souhaitent un régime autoritaire voient en lui le nouveau Bonaparte, le nouveau général victorieux qui permettrait de sortir de la République. Cependant, le mouvement boulangiste ne va pas rester très longtemps, il va se désorganiser rapidement et on va voir petit à petit Boulanger qui va sombrer dans l'oubli et dans la dépression et par ailleurs dans le suicide. En 1889, l'exposition universelle qui a lieu à Paris est l'occasion pour la République de célébrer le centenaire de la Révolution et en même temps de manifester à quel point le régime républicain est solide. Oui, 1789 peut paraître loin, mais la Troisième République est encore plus solide que son ancêtre.